Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler des nouveautés en radio-oncologie. Pour la radio-oncologie, on est surtout utile dans le cancer du rectum, donc je vais me limiter au cancer du rectum. La prise en charge du cancer du rectum a beaucoup évolué, donc le Dr Meyer a bien présenté tout ce qui était le côté chirurgical avec la résection mésorectale complète, qui est le standard depuis le milieu des années 80. On sait que dans les cas plus avancés, on a un avantage d'associer ce traitement à de la radiothérapie, plus ou moins de la chimiothérapie. On sait que le traitement de radiochimiothérapie est mieux en néoadjuvant qu'en adjuvant. Et plus récemment, on a des stratégies de préservation d'organes, de thérapie plus intensive, dont je vais parler un peu plus. Mais on a pu changer le pronostic, donc une survie à 5 ans qui était moins de 60% à plus de 80% actuellement. Donc on a beaucoup progressé et encore des progrès à faire. Si on regarde des guidelines récents, donc ceux de la Société américaine d'oncologie de l'ASCO, qui ont été publiés récemment, pour les stades localement avancés qui, jusqu'à quelques années, on leur a dit on fait une radiochimiothérapie néoadjuvante, on opère, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et tant mieux pour les patients, disons, on personnalise beaucoup plus. Pour des patients qui ont des problèmes de réparation de l'ADN, donc microsatellites instables, on a une étude qui a traité par immunothérapie ces patients avec des résultats très spectaculaires, avec quasiment, enfin avec 100% de réponse, disons, et pas de nécessité de chirurgie. Donc, ça est devenu un standard dans la prise en charge. Malheureusement, ça reste vraiment une minorité de patients. C'est moins de 5% de patients du cancer du rectum, mais il faut les identifier, il faut les traiter comme ça. On a des patients avec des facteurs de risque, disons, de métastase ou de récidive locale plus importants, comme des tumeurs plus profondes, plus grandes, des invasions vasculaires, extramurales, une atteinte du fascia mésorectal plus à risque, où on est proche des sphincters, où là on peut faire des traitements qu'on appelle TNT, donc Total Neoadjuvant Therapy, où on va donner vraiment toute la thérapie possible avant l'opération, je vais en parler. Et avec ces stratégies, on est arrivé à des préservations d'organes même possibles, dont je vais aussi parler. Il y a aussi des groupes qui sont identifiés où on pourrait même se passer de la radiothérapie, on pourrait faire une chimiothérapie plus intense et sélectionner que les patients qui ont besoin de radiothérapie, qui n'ont pas répondu suffisamment. Donc cette étude publiée dans le New England qui montrait que 20% des patients avaient vraiment besoin de cette radiothérapie et on pouvait s'en passer dans 80% des patients avec des résultats similaires, donc sans les effets secondaires de la radiothérapie, mais avec une chimiothérapie beaucoup plus musclée, avec d'autres effets secondaires, donc c'est un débat. Donc la TNT, qu'est-ce que c'est? Donc on donne la radiothérapie et le plus de chimiothérapie possible avant la chirurgie, parce qu'après la chirurgie, les patients sont fatigués, affaiblis. Donc on essaye de vraiment tout donner avant et pour augmenter la survie sans métastase. Et disons, les deux études qui ont été sorties à peu près au même moment, qui nous ont vraiment introduit à avec cette application, c'était l'étude Rapido et Prodige 23, où ils voulaient montrer justement en faisant la chimiothérapie et la radiothérapie au maximum avant l'opération, on arriverait à une survie sans métastase qui est meilleure, et c'est effectivement le cas, les deux études sont positives. De plus, ces deux études ont montré qu'on avait une réponse pathologique complète qui était nettement supérieure au standard. Ce qui est intéressant, donc on a plusieurs études de ce type TNT qui montrent cette réponse pathologique complète. On sait qu'une réponse pathologique complète est souvent liée aussi à un meilleur pronostic, une meilleure survie, mais nous permettrait, on peut se poser la question, si on a une réponse pathologique complète, il n'y a plus de tumeur visible, est-ce qu'on pourrait se permettre de ne pas opérer les patients? D'où le développement des préservations d'organes, ne pas opérer. Donc, comme le docteur Meyer a montré, le standard, c'est cette résection mésorectale complète, mais on peut avoir des conséquences, donc des risques opératoires. Parfois, on a besoin d'une stomie temporaire, voire définitive, si on doit enlever les sphincters. Il y a des incontinences fécales qui peuvent arriver, des troubles urinaires, des troubles sexuels. Donc, est-ce qu'on peut éviter tout ça en préservant les organes? C'est ça l'idée. On a maintenant plusieurs études qui sont faites pour la préservation d'organes dans des stades plus ou moins avancés, avec des taux de succès qui oscillent entre 50% de préservation d'organes et même dans des traitements plus musclés avec chimiothérapie plus intensive, radiothérapie et même excision locale qui arrivent autour des 70%. Donc on s'approche des taux du cancer du canal anal où on peut se permettre de ne pas opérer, ce qui peut être intéressant. Quelle stratégie choisir? Qu'est-ce qu'on utilise? Donc, il y a plusieurs stratégies qui existent. Est-ce qu'on fait la chimiothérapie d'abord et après la radiochimiothérapie? Est-ce qu'on commence par la radiochimiothérapie après la chimiothérapie? En tout cas, il y a deux études qui ont répondu à cette question. Une étude allemande, le IO12, qui montrait une réponse pathologique complète qui est meilleure quand on commence par la radiothérapie et après on fait la chimiothérapie après l'opération. Probablement le délai entre la radiothérapie et l'opération est important. Donc plus on le repousse, plus on a cette réponse. On sait par exemple dans le cancer du canal anal,
ça peut prendre jusqu'à 6 mois à avoir une réponse complète. Donc probablement dans le cancer du rectum, c'est quelque chose aussi à tenir en compte. Et l'étude OPRA, qui est aussi finalement le standard qu'on utilise nous en général ici, donc c'est Organ Preservation Rectal Adenocarcinoma. Je le dis parce qu'il y a une autre étude qui a un nom très similaire juste après. Dans cette étude, ils ont regardé chimiothérapie suivi de radiochimiothérapie versus radiochimiothérapie-chimiothérapie, et ont pu avoir une survie sans résection, donc sans TME, qui est autour de 54% quand on commence par la radiothérapie versus 39% quand on commence par la chimiothérapie. Donc le standard est vraiment de commencer par cette radiochimiothérapie et de donner la chimiothérapie. On voit que dans cette étude, on commence à avoir un suivi assez long, que dans 81 patients ont eu une repousse de la tumeur, mais la majorité, 94%, c'était dans les 2 premières années et 99% dans les 3 premières années. Donc c'est important de suivre ces patients de près, surtout au début. Par la suite, le taux de récidive est beaucoup plus faible. Une étude qui est intéressante parce qu'on a participé ici au HUG, c'est dans les cancers précoces du rectum. En général, on va plutôt traiter chirurgicalement, voire quelque chose de léger, mais là, le but de l'étude, c'était vraiment de se dire, si on donnait plus de radiothérapie, est-ce qu'on arrive à se passer de l'opération? Donc ici, dans cette étude de phase 3 en France, Royaume-Uni et Suisse, l'idée, c'est de comparer un traitement standard de radiochimiothérapie versus un traitement où on va faire de la radiochimiothérapie, mais on va rajouter un boost, plus de doses sur la tumeur par contactothérapie. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et selon la taille de la tumeur, on commence par la contactothérapie quand c'est moins de 3 cm pour être sûr de retrouver la tumeur. Quand c'est plus, on la faisait après. Et on regarde, c'est une réponse complète, ben on va suivre. C'est une réponse partielle, on peut soit exérer localement. Si ce n'est pas une bonne réponse, on fait une TME. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'on peut préserver le rectum chez ces patients. Donc, juste pour vous dire, la radiothérapie endocavitaire ou contactothérapie, c'est de la radiothérapie à basse énergie, 50 kV, et on donne en fait une très très haute dose sur la tumeur, 3 séances de 30 degrés. C'est une énorme dose, mais en fait, on va donner une dose juste à la surface de la tumeur, on va détruire toute la couche superficielle de la tumeur, on attend 2 semaines, on détruit la couche un peu plus profonde, et on attend 2 semaines, on détruit la dernière couche, et ça, donc c'est les traitements qui sont toutes les 2 semaines, donc sur 4 semaines. Là, vous avez la technique qui est développée, là, vous avez le professeur Papillon qui a développé cette technique, puis l'appareil qui est utilisé, c'est le Papillon en hommage à lui, 50 passé 50 kV. Et dans cette étude donc, qui a été updatée récemment, on voit le taux de préservation d'organes à 5 ans, toutes tumeurs confondues, donc c'était 79% dans le bras expérimental avec le boost de radiothérapie endocavitaire versus 56% autrement. Et pour les tumeurs de moins de 3 cm, on a un taux de préservation d'organes de 93%, donc énorme, versus 54%, donc vraiment un grand avantage, surtout dans ces tumeurs qui sont plus petites. Pour les tumeurs de plus de 3 cm, finalement, on n'a pas une différence significative. Donc c'est vraiment utile pour ces tumeurs plus petites, on va dire, à l'heure actuelle. Si on regarde la repousse, on voit que les patients traités par stratégie de suivi, ceux qui ont eu le boost vont mieux que les autres, effectivement. Et les tumeurs de moins de 3 cm, c'est là où on voit vraiment la différence. Donc il semblerait que c'est vraiment là où c'est plus utile. On a donc la plupart des récidives, donc 89%, c'est au niveau des lumières, donc dans le rectum lui-même, avec 11% dans les ganglions, et des 26 repousses, il n'y en a que 3 qui sont arrivés après 3 ans. Donc il faut quand même suivre les patients longuement, mais c'est surtout au début que c'est important. Un dernier point sur cette étude, le but de l'étude, c'est de préserver l'organe. Un test, on sait qu'en opérant le rectum, on peut avoir ce qu'on appelle des syndromes de résection antérieure basse, Lower Anterior Rectal Resection Syndrome. Il y a un score qui permet d'évaluer ce syndrome en regardant si on a des fuites de gaz, si on a des pertes accidentelles, combien de fois par jour on doit aller à la selle, plus de 7 fois, si on doit aller à des urgences. Et si on regarde donc des LARS importants, plus de 30, qui est comme assez sévère, c'est vraiment des gens qui doivent aller multiples fois dans la journée, qui ont des fuites. On voit que dans cette étude, dans les 2 bras expérimentaux, on est autour de 1/5 de patients qui ont quand même, donc avec préservation d'organes, qui ont malgré tout un LARS avancé. Donc il faut vraiment bien sélectionner les patients. Je pense que c'est important où on peut préserver le sphincter. C'est clair, d'avoir une poche à vie, c'est complètement différent de le garder, mais de réfléchir aussi si c'est un patient qui peut être opéré sans tout le reste, est-ce qu'on a vraiment un avantage ou pas? Et ça doit être discuté en multidisciplinaire, vraiment.
Si on regarde des études en cours avec préservation d'organes, donc il y en a multiples pour essayer de déterminer le meilleur traitement possible, vous en avez certains qui vont escalader la chimiothérapie. Il y a le groupe donc, de Rodrigo Pérez au Brésil, donc c'est vraiment eux les pionniers de la préservation d'organes qui ont une étude en cours pour faire de la chimiothérapie un tout petit peu plus musclée. Il y a aussi l'étude Janus qui va vraiment faire du FOLFIRINOX, une chimiothérapie plus lourde avec après la radiochimiothérapie pour voir si on a une meilleure réponse. Vous avez des études qui essaie de déterminer comment utiliser la résection locale. Ben, c'est vrai que si on fait fondre la tumeur, mais qu'il y a encore quelque chose, on peut se permettre de la réséquer localement. Comment, dans quelles conditions, quels sont les taux. Donc ça, c'est des études qui sont intéressantes en cours pour voir ça. L'étude OPAC, c'est Star Trek. C'est pas moi qui les nomme, hein. Il y a aussi la possibilité de faire un boost avec la brachythérapie. C'est clair que la thérapie de contact, c'est une option, mais pas tous les centres ont accès. C'est vrai que la brachythérapie est beaucoup plus répandue. Ça fait partie des traitements standards des cancers gynécologiques. Donc, une étude en cours au Royaume-Uni qui s'appelle Morpheus, qui utilise la brachythérapie endorectale pour donner ce boost avec déjà des bons résultats préliminaires. On attend les résultats définitifs de cette étude, ce qui pourrait plus démocratiser ce boost à l'intérieur du rectum. Très intéressant. Vous avez des études où on escalade la dose de radiothérapie avec un boost externe, donc plutôt que maintenant avec les techniques modernes de radiothérapie, on peut vraiment donner de très fortes doses en préservant le reste. Et donc ces deux études, Aphrodite et Watch and Wait 3, vont tester ces techniques avec des doses jusqu'à 60 degrés sur la tumeur elle-même, en préservant le reste, en intégré, pour voir si on a une meilleure réponse. Il y a une étude Trésor de contactothérapie et de plus de chimiothérapie qui est en cours par le même groupe qui a fait l'étude Opera. Et sinon, il y a aussi les Allemands qui essaient de voir si la radiothérapie courte ou la radiothérapie longue est meilleure. Comme j'ai montré rapido avant, c'est des radiothérapies courtes. Il semblerait qu'il y a plus de récidives locales, mais on va voir avec cette étude comparative avec les mêmes patients si c'est vraiment le cas. Donc pour conclure, parce qu'on a déjà pris du retard, donc la prise en charge des cancers du rectum évolue très rapidement. C'est difficile de faire des guidelines. On se dirige vers la préservation d'organes. On a des taux très élevés de préservation dans les stades précoces, donc vraiment des tumeurs très basses où on ne pourrait pas garder le sphincter. C'est indispensable d'identifier ces patients, de les proposer. Les stratégies de TNT ont permis de diminuer les métastases à distance, donc une meilleure survie pour les patients. Possibilité d'éviter la chirurgie dans certains cas. Le traitement optimal dans les stades avancés est toujours en cours. On ne sait pas ce qui est le mieux, donc d'un centre à l'autre, on peut avoir des différences. Mais ça nécessite toujours une discussion, une prise en charge pluridisciplinaire. Ça évolue rapidement, on doit discuter, on adapte tous les jours. Et c'est important d'avoir une équipe ensemble pour discuter.